Alors, me voilà de retour. Les sports d'hiver. La plus grande part de mes réflexions y était, bien sûr, comme d'habitude, tournée à votre service. Non pas exclusivement pourtant. C'est pourquoi les sports d'hiver, cette année, outre ce qu'ils m'ont réussi, ce qui n'est pas toujours le cas, m'ont frappé. Par je ne sais quoi qui m'est apparu et qui m'a ramené à un problème dont il me semble une incarnation évidente, une matérialisation très vive. C'est celui contemporain de la fonction du camp de concentration. Cette sorte de camp de concentration pour la vieillesse aisée, dont chacun sait qu'elle deviendra de plus en plus un problème dans notre civilisation, vu l'avancement de l'âge moyen, avec le temps, m'a rappelé qu'évidemment, ce problème du camp de concentration et de sa fonction à cette époque. Poulanier ici, Poulanier va nous dire ce qu'elle a extrait de son travail sur l'article de Margaret Little. Je vous rappellerai simplement que quand M. Granoff... Parlez un peu plus fort. Quand M. Granoff, dans le dernier séminaire, nous a donné un aperçu sur la façon dont, dans les dernières 20 ou 30 années, a été traité par les analystes le problème du contre-transfert, il nous a dit, si j'ai bonne mémoire, qu'à partir des différentes tendances, nous aurions pu avoir une sorte de compas d'une ouverture de 180 degrés, c'est ce que vous avez dit, je crois, et que les deux tendances extrêmes, qui pouvaient donc former dans un certain sens les deux pointes les deux pointes de ce compas, étaient ce qu'on pouvait retirer de l'article de Thomas Charge, qui vous a été exposé par M. Perrier, et d'autre part, au point de vue opposé, l'article de Margaret Little, dont je vais vous parler à mon tour. De cet article, il y a une partie théorique, une partie clinique. J'ajoute qu'il ne s'agit pas, bien sûr, d'en faire une analyse comme il le mériterait, sans doute, enfin c'est exhaustif, c'est un article très riche, ce n'est pas ce que j'ai l'intention de faire, mais je dirais de vous communiquer simplement les réflexions que certains points de cet article m'ont suggéré. Et d'abord, quel en est le titre? Dans le titre, Margaret Little se réfère à un premier article apparu en 1951, où déjà il était question de ce R, ce symbole qui est pour elle, signifie pour elle, ce qu'on pourrait en français, je crois, dire, la totalité de la réponse de l'analyste aux besoins de ses patients. On est déjà enfin intéressé ou alerté par le terme de besoin. Normalement, je dirais, le mot réponse en français suggère comme vis-à-vis, comme répondant, je dirais le mot question ou demande. Rien de tel ici, il s'agit bien de besoin, et bien que Margaret Little elle-même, un petit peu plus loin, nous dise que bien sûr, il est bien difficile de dire ce qu'elle entend par besoin, que ce terme est assez vague, je crois que dans tout l'article, ce qui se dégage,
c'est vraiment, j'aurais envie de dire, le côté corporéité qu'a ce terme pour elle. Cette espèce, enfin, non pas de manque dans le sens que nous a pris M. Lacan à l'entendre, mais de vide, de gouffre au niveau du sujet, gouffre dans lequel, comme dans un appel d'air, s'engouffre quoi donc ce que dans cet article nous pourrons définir comme le don en tant que, non pas que symbole, mais que dévoilement de ce qui apparaît et qui en fait l'intérêt, c'est-à-dire le désir de l'analyse. Ceci dit, si nous reprenons quelques-uns des points qui m'ont paru, à raison ou à tort, les plus importants, je commencerai par m'arrêter sur la définition qu'elle nous donne, que l'auteur nous donne, sur le terme de contre-transfert. Elle commence bien sûr par nous dire combien il est regrettable, et après tout c'est un regret que nous comprenons, que nous pouvons même à la rigueur partager, et que très souvent, dans notre éthique, dans notre domaine, certains termes soient employés par les différents auteurs d'une façon, enfin, le même terme servent à définir des concepts assez différents, que cela risque de créer un dialogue de sourds, tout ceci nous le savons, mais ce qui me semble plus important, c'est de vous lire la définition qu'elle nous donne de ce qu'est pour elle le contre-transfert. Voilà ce qui représente pour Margaret Little des éléments refoulés, donc non analysés jusqu'à ce moment, dans l'analyste, qui les relie à son patient de la même façon que, je m'excuse, c'est peut-être pas un français très, mais je traduis, de la même façon que le patient transfère sur l'analyste des affects, etc., qui appartenaient à ses parents ou à des objets de son enfance. Idem, c'est-à-dire l'analyste considère le patient d'une façon temporaire et variée comme il considérait ses propres parents. Voilà ce que représente pour Margaret Little le contre-transfert. Donc, le contre-transfert est quelque chose qui représente ce qui n'a pas été analysé et dont, en définitive, l'analyse, c'est-à-dire les réactions qu'il provoquera, ne pourront être analysées par l'analyste que dans une sorte, je dirais, d'interprétation rétroactive. Il s'agira, nous verrons tout à l'heure qu'elle s'implique, d'abord d'avoir une réaction qui part de ça, de ces éléments non analysés, de cette partie donc qui est échappée à l'analyse personnelle de l'analyste, et ce n'est qu'ensuite que par qu'analyste, elle pourra ou ne pourra pas interpréter, en comprendre le sens. On peut s'y ajouter qu'à partir de là, ce qui se dessine, c'est que par moment, dans la cure, nous nous trouverions face à nos patients, exactement dans la même position qu'ils se trouvent face à nous, c'est-à-dire qu'ils prendraient, dans un certain sens, pourrait-on dire, le rôle qu'a eu notre analyste lors de notre propre analyse. C'est en tant que personnage représentant les parents qu'il provoquait en nous certaines réponses. Nous verrons tout à l'heure qu'est-ce qu'on doit en penser de ces réponses, le rôle qui accorde Margaret Little et les applications, ou plutôt qu'est-ce que cela donne dans la pratique, dans la clinique. Ensuite, Margaret Little va nous parler de ce qu'elle définira en tant que réponse totale, c'est-à-dire quelque chose qui implique tout aussi bien sûr, l'interprétation, que ce qu'on peut appeler dans un sens général le comportement, que les sentiments, etc. Ce n'est pas sur ça que je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter sur deux points dans cette partie théorique. D'une part, ce qu'elle nous dit à propos de la responsabilité, et d'autre part, sur le dernier paragraphe, qui est peut-être le plus important, c'est ce qu'elle nous dit à propos de ce qu'elle appelle la manifestation de l'analyste en tant que personne réelle, en tant que personne. Nous verrons ce qu'elle veut dire en tant que personne réelle. D'abord, ce qu'elle nous dit de la responsabilité. Et tout cet article est, pourrait-on dire, dédié
à un certain type de patients, ce qu'elle appelle des patients borderline, personnalité psychopathique, et qui en fait sont ce que je crois nous aurions intérêt à appeler des structures psychotiques. J'ajoute entre parenthèses qu'on voit là l'intérêt qu'on aurait à faire une différence entre structure psychotique et psychose clinique ou psychosymptomatique. Mais ceci, peu importe. Au moment où elle aborde le problème de la responsabilité, Margaret Little nous dit que d'abord, il est bien entendu que personne ne nous oblige à être analyste, qu'ayant choisi de l'être, personne ne nous oblige à accepter un certain type de patients, mais qu'à partir du moment où nous les avons acceptés, notre responsabilité vis-à-vis d'eux est complètement engagée. Qu'un engagement à 100%, où bien sûr il faut connaître les limites, qu'en même temps ces limites on ne pourrait pas les respecter, etc. Mais en définitive, avec une très grande honnêteté et un sentiment, de voir les choses aussi près qu'elle le peut, ce sur quoi elle insiste, c'est ce qu'on pourra appeler notre responsabilité vis-à-vis, en particulier, de ce type de patient. Jusque-là, il n'y a rien que nous ne puissions partager complètement, être exactement du même avis. Ce, par contre, qui m'a particulièrement intéressé ou alerté, c'est quand elle nous dit qu'il est utile que nous rendions conscients l'analyser de cette responsabilité, de la responsabilité que nous prenons. Là, je dois dire que si j'ai bien compris, et je l'espère, ce que nous dit Margaret Little, vraiment, je me suis arrêtée en le lisant. Parce que, ce que nous dit Margaret Little, elle nous dit, en général, ce type de patient ne se rend pas du tout compte de la responsabilité qui est la nôtre. Il faut donc que nous le rendons conscient. Alors, bien sûr, la raison de tout cela, elle nous l'explique d'une façon assez claire, en nous disant que c'est tout le mythe, pourrais-je dire, du moi auxiliaire, de l'identification à l'analyste, etc. Toute cette période qui, dans l'esprit de Margaret Little, devrait précéder, avec le psychotique, une autre période de la cure, celle dans laquelle on pourrait faire des interprétations inférentielles. Je laisse de côté ici, si vous voulez, tout ce que théoriquement on pourrait dire à ce propos, pour me poser la question, pour vous reposer ici la question que je me suis posée, qui est celle-ci. Est-ce que nous pouvons, et je dis est-ce que nous devons, rendre le patient conscient de notre responsabilité? Qu'elle existe, bien sûr, et qu'elle nous pèse lourdement sur les épaules parfois, c'est tout aussi sûr, mais je dirais qu'en lisant Margaret Little, j'ai eu l'impression, je me suis dit que j'aimerais bien que ça soit comme ça. J'aimerais bien, moi, pouvoir parfois rendre le patient conscient de la responsabilité qui est la mienne. Non pas qu'on ne puisse pas, qu'il ne soit pas capable de le comprendre, mais il me semble que ce poids est justement le nôtre, et justement ce que nous ne pouvons pas partager avec le patient. Je crois que c'est là, enfin, dans tout ce que dit Margaret Little, il y a quelque chose de l'ordre, je ne peux pas dire autrement, qui m'est apparu un petit peu de l'ordre entre la séduction et la gratification vis-à-vis du patient. Et qui me semble justement quelque chose invité, tout aussi bien avec le névrosé qu'avec le psychotique. Et je dirais que c'est un point qui m'a bien sûr intéressé, mais dans lequel je suis loin tout au moins de ce qu'en pense Margaret Little, et je crois que dans l'exemple clinique dont j'en parlerai tout à l'heure, nous verrons où ça l'amène. Et je voudrais, avant de continuer, vous écrire un petit mot, que ça me semble vraiment être, je dirais, le condensé de tout l'article, c'est-à-dire comment Margaret Little définit la rencontre analyse-analysée. J'ajoute que les tirets ne sont pas de moi, ils sont en article. Nous arrivons alors à au cinquième paragraphe 5, si je ne sais vraiment que traduisez-le pour les personnes qui ne ça sont veut dire pas exactement rares, hélas. Une personne ayant quelque chose à donner, mais tout perd en anglais a une signification très particulière, c'est-à-dire quelque chose à disposer, quelque chose dont il a en plus, dans le sens que, si vous voulez, si
sais pas, si ce soir je vais aller au théâtre, je suis seule, si tout à coup quelqu'un me donne 2 billets, ben, il est évident que j'ai un billet à donner. C'est ça le sens de tous pairs en anglais. Rencontre une personne avec des besoins, ayant des besoins. Voilà la façon dont Margaret Little définit la rencontre analytique. Je crois que simplement à partir de là, enfin, toute sa façon de concevoir l'analyse et tout ce qui est de l'ordre, enfin, de cette espèce de pivot tellement toujours important et toujours difficile à saisir, qui est le désir de l'analyse, apparaît, je dirais, dans toute sa splendeur. Mais avant de revenir là-dessus, nous allons voir ce que nous dit Margaret Little au niveau de la manifestation de l'analyste en tant que personne. Et là, je dirais qu'en le lisant, je me disais qu'entre les différentes choses, et il y en a beaucoup, que M. Lacan nous a apportées, il y en a une qui vraiment, enfin, me semble précieuse en tant qu'analyste, c'est ce qui nous a appris sur ce qu'entre guillemets nous appellerons, ou il appellerait, je pense, la réalité. Ce n'est pas un hasard, je crois qu'il en a parlé peut-être juste avant, c'était que mon exposé, mon résumé plutôt. Qu'est-ce que c'est la manifestation de l'analyste en tant que personne? Eh bien, nous dit Margaret Little, avec ce type de malades, qui ne sont pas capables de symboliser, qui sont des structures psychotiques, etc., il est nécessaire que l'analyste soit capable de se manifester en tant que personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il s'agit de 2 choses. La première, c'est dans le domaine de ce qu'on peut appeler en général l'affectivité. Il faut que l'analyste soit capable, nous dit-elle, de montrer ses sentiments au patient. Mais il y a quelque chose qui va plus loin. Vous vous souvenez que tout à l'heure, je vous ai défini ce qu'est pour Margaret Little le contre-transfert, ce noyau non analysé, et jusqu'à ce moment-là, et qui provoque un certain type, bien sûr, comme chez tout être humain, l'inconscient, ça parle, et justement, un certain type de parole, qu'elle soit verbale ou gestuelle, peu importe, chez l'analyste. Ce type de réponses sont celles que Margaret Little appelle to react on impulse, c'est-à-dire des réactions impulsives. Ces réactions impulsives, nous dit-elle, non seulement elles existent, mais surtout, enfin, elles sont absolument bénéfiques pour le patient. Dans certains cas, bien sûr, ajoute-t-elle. Là, je dois dire que, enfin, vraiment, je n'étais plus arrêtée, j'étais vraiment profondément étonnée de lire ceci. Mais enfin, revenons à la première partie, ce que nous dit Margaret Little sur la manifestation de l'analyste en tant que personne réelle. À quoi devrait, dans son esprit, servir cela? Cela doit servir à une autre définition que nous trouvons, et qui, je ne vous la traduis pas, mais enfin, je crois m'en souvenir assez bien, qui va dans ce sens, à permettre au sujet une absorption, non, une incorporation, c'est les mêmes termes que je crois que c'est une digestion, je crois que tous les termes y sont à peu près, normative, enfin, qui va vers une normalisation de l'analyste, au lieu d'une introjection magique. Moi, j'ajoute que cela se passe avec les psychotiques, bien sûr, que le psychotique, que nous devenions tour à tour pour le psychotique le lieu de cette introjection, bien sûr aussi, que cela soit nécessaire pour que nous puissions l'analyser, c'est encore bien sûr, mais que nous devions dire que le fait qu'il nous introjecte en tant que personne réelle est quelque chose qui est différent de l'introjection magique, qui est son mode, enfin, de relation d'objet, là je dois dire qu'il y a une nuance qui m'échappe complètement. Et je ne pense pas qu'elle existe, cette nuance de reste. Quoi qu'il en soit, sinon on en revient à ce que Margaret Little nous dit sur la manifestation de l'analyse comme une personne, il y a une première question qui peut se poser: en quoi le fait de montrer à nos patients nos sentiments, qu'elle appelle notre affectivité, et tout à l'heure nous parlerons d'une façon plus précise des réactions impulsives, en quoi cela introduirait une dimension de réalité dans la cure. Et ceci pour 2 raisons. La première, et là alors, je m'excuse de me référer à moi-même, mais en tant qu'analyste, c'est bien la seule personne enfin, dont je puisse parler, je ne vois pas comment je pourrais parler d'un autre analyste sinon de moi,
c'est qu'il me semble que pour tout analyste, sa réalité n'est jamais aussi réelle, je dirais, qu'à partir du moment où il parle justement de sa place d'analyste. Et que plus cette place d'analyste sera correcte, plus elle sera justement loin des reaction impulse, plus il me semble qu'il sera pour lui-même réel. Si maintenant nous laissons de côté la réalité par rapport à l'analyse, et nous nous plaçons au niveau du sujet, de l'analyser, la même question se pose. Car si vous rappelez un instant ce que nous a dit M. Perrier, par exemple, sur la position de M. Charche, avec ce qu'il y a enfin absolument de rigide dans sa façon, et de lucide aussi, de sa façon de concevoir l'analyste, croyez-vous vraiment que ce type d'analyste ne soit pas absolument réel pour son patient? Croyez-vous vraiment que ce type d'analyse puisse être pour le patient une sorte de machine qui dirait comme ça toutes les 20 minutes ou quoi que ce soit? Je pense que l'analyste est toujours, dans un certain sens, réel et que dans un autre sens, il ne l'est jamais. Je veux dire que vous interprétiez ou que vous éternuez, de toute façon, l'analyser l'entendra en fonction de sa relation transférentielle. Et il ne peut y avoir dans l'analyse aucune autre réalité que celle-là. C'est la seule dimension où s'inscrit la cure, et c'est quelque chose, je crois, qu'il ne faut jamais oublier. Quant à cette espèce, enfin, de désir présent chez Margaret Little, qui fait que de temps en temps, on pourrait passer sur une autre scène, justement, mais qui cette fois serait la scène de quoi? La scène d'une réalité qui, si on l'écoute bien, serait réalité pour autant, justement, qu'elle va au-delà, qu'elle est extérieure aux paramètres de la situation analytique. Je crois que là, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas acceptable, tout au moins dans notre optique. Je ne dis pas qu'après tout on ne puisse pas voir les choses comme ça, mais je crois que dans ce qui est notre propre optique, cela, enfin, semble pour le moins contenir, renfermer un paradoxe. Et alors j'en viens au dernier point dont je vais parler avant de passer au cas clinique. Ceci va exactement dans la ligne de ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, c'est ce que Margaret Little appelle les réactions impulsives. Les réactions impulsives, comme je vous l'ai dit, sont quoi? Bien, ce sont les réactions qui sont motivées, qui viennent en ligne directe, non pas simplement du ça de l'analyste, mais je dirais de cette partie de son inconscient qui n'a pas été analysée. Et là, je crois que ce n'est pas tellement au niveau théorique que nous allons essayer de voir ce que ça implique, mais au niveau de l'exemple qu'elle nous donne, et où, en effet, on voit ce que peut déterminer, ce que peut provoquer ce type de comportement dans la pratique. Le matériel clinique, c'est un cas dont je ne vous parlerai pas du cas, simplement pour vous dire, sinon pour vous dire que c'est ce qu'on appelle, je crois, enfin, sans aucun équivoque possible, une structure psychotique. C'est une analyse qui dure depuis 10 ans. Pendant 10 ans, pendant les 7 premières années, nous dit Margaret Little, il a été absolument impossible de lui faire admettre, d'analyser de quelque façon que ce soit le transfert. Et pourtant, ce n'est pas faux, certainement, on ne voit pas pourquoi c'est en cas privé, puisque c'est sa propre technique, d'avoir parlé en tant que personne réelle. Je dirais même qu'elle nous en donne 2 très beaux exemples. C'est les 2 auxquels s'était référé M. Lacan dans la dernière fois où il a parlé ici, c'est-à-dire la fois où le sujet étant venu après étant le dernier d'une longue série qui continue à critiquer le bureau de l'analyste, Margaret lui dit qu'en définitive c'est bien égal ce qu'elle peut en penser ou non. Et une autre fois, ceci se situe toujours pendant ces 7 premières années, la fois où quand le sujet lui racontant pour l'énième fois des histoires avec sa mère et avec l'argent, Margaret Little lui dit qu'après tout elle pense que tout ça c'est du blablabla et qu'en fait elle, l'analyste, est en train de faire un grand effort pour ne pas s'endormir. Réaction affective, s'il y en a. Réactions qui peut-être ne sont pas tellement, comme le semble le croire Margaret Little, des manifestations, enfin de cette espèce de réalité vraie, réelle, on aurait envie de dire, de l'analyste. En tous les cas, intervention qui laisse exactement les choses dans leur statu quo. C'est-à-dire que bien sûr,
L'analysée est un peu vaguement choquée. Elle lui dit, ah bon, d'accord, excusez-moi, je ne le dirai plus. Mais en fait, les choses continuent exactement comme avant. Elles continuent tellement comme avant qu'après 7 ans d'analyse, Margaret Little et l'analysée pensent que ça peut être bien d'interrompre le traitement, tout en sachant toutes les deux qu'en fait, le fond du problème n'a jamais pu être abordé. C'est là que va se situer l'épisode de la mort d'Ilse. Ce n'est pas l'analyse du cas dont je vais parler, enfin ce qu'on pourrait dire sur le deuil, sur ce personnage qui est mort, etc., puisque c'est simplement au niveau du contre-transfert que j'ai essayé de définir ou de parler aujourd'hui. Et alors ici, je vais retourner un petit peu en arrière pour, puisque c'est à partir de là où nous verrons enfin un certain type d'interprétation, pour revenir sur cette formule qui, dans l'esprit de Margaret Little, définit la rencontre. Est-ce qu'on peut, c'est une question que je pose, puisqu'en définitive la réponse, je crois, pour nous tous serait négative, sans même besoin de long discours là-dedans, est-ce qu'on peut vraiment définir l'analyste comme un être humain, un sujet qui aurait quelque chose en plus que les autres? Je crois qu'il n'y a qu'à écouter parler, M. Lacan, et simplement peut-être à se référer à notre propre expérience d'analyste pour voir combien cette position est absolument insoutenable. Et quant au besoin de l'analyser, je ne sais pas s'il est besoin ici de rappeler tout le décalage, tout ce qu'on peut dire au niveau du besoin et de la demande. Mais ce qui est certain, c'est que dans cette simple formule, ce qui est inscrit, ce n'est pas seulement la façon de Margaret Little de voir la rencontre, mais c'est vraiment le désir de l'analyste, le désir de Margaret Little, c'est-à-dire d'être cette espèce de sujet qui a quelque chose en plus, quelque chose avec quoi elle peut nourrir, et ce n'est pas un hasard si j'emploie un mot qui appartient au vocabulaire oral, elle peut combler un vide, une sorte de béance réelle qu'elle voit comme telle au niveau du sujet qui vient en analyse. Nous allons alors, à partir de là, revenir à, ce n'est que les deux interprétations que je vais parler, mais revenir à cette première interprétation qui, en effet, est la première. Je ne dirais pas qu'il fait aller l'analyse vers quelque chose de positif, qui pourrait à la fin se terminer par la guérison, mais qui fait aller vers l'analyse, enfin, la fait bouger. C'est ce qui vient au moment de la mort d'Ilse. Ilse est un personnage, un substitut parental, quelqu'un de l'âge des parents de la malade, qu'elle a connu étant enfant, et qui est morte et vient de mourir en Allemagne. Le sujet vient de la France. Elle arrive chez l'analyste dans un état de détresse, de désespoir aigu. État de désespoir qui dure séance après séance et qui vraiment finit par affoler textuellement Margaret Little, qui nous dit « J'avais l'impression que si je n'arrivais pas d'une façon ou de l'autre to breakthrough, à faire éruption là-dedans, eh bien, ma malade allait mourir. Ma malade allait me manquer. Mourir pourquoi, dit-elle, pour deux raisons. Ou bien parce que ce serait suicidée, ou bien, dit-elle, parce qu'elle serait morte de exhaustion, comment on dit ? D'épuisement, parce qu'elle ne pouvait plus manger et ne pouvait plus rien faire. Donc, à un certain moment, le long du traitement, je dirais, Margaret Little, à ce moment précis, est absolument, enfin, affolée face à ce qui se passe. C'est là, je crois, qu'il faut se rappeler ce que nous a dit M. Lacan quand il a parlé de ça, c'est-à-dire qu'en ce moment précis, un déplacement s'est produit et l'analyste est devenu quoi? Le lieu de l'angoisse. C'est-à-dire que non seulement il est le lieu de l'angoisse, mais que l'objet de son angoisse, c'est justement le patient, la patiente qui le représente. C'est à ce moment-là que Margaret Little va intervenir. Non pas du tout comme elle le croit, enfin simplement pour montrer son affectivité, mais elle va intervenir vraiment à partir de ce stade, de ce résidu inconscient même pour elle. Elle va lui dire qu'elle est vraiment, enfin, elle, l'analyste,
terriblement affectée par ce qui se passe, qu'elle ne sait plus quoi faire, qu'elle a l'impression du reste que personne ne pourrait supporter de la voir dans cet état-là, qu'elle souffre avec elle, enfin, vous n'aurez qu'à lire, et vous verrez vraiment que ce qu'elle fait, c'est vraiment, je dirais, l'instaurer, elle, le sujet, Freyda, en tant qu'objet de son angoisse, en tant que petit ange. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le sujet entend les choses exactement, je dirais, cette fois-ci, comme les analystes, non pas les comprend, mais les vit. Je suis l'objet de son angoisse. Eh bien, c'est très bien, se dit-elle. C'est très bien parce qu'en définitive, cet objet d'angoisse, j'ai essayé de l'être vis-à-vis de mon père, ce n'était pas possible, puisqu'il était enfermé dans une espèce, enfin, d'armure, c'était un mégalomaniaque, quelqu'un, comme disait M. Lacan, pour qui il n'était pas question qu'il puisse manquer quoi que ce soit. Cet objet d'angoisse, par contre, j'ai bien essayé de l'être avec ma mère, et maintenant je suis bien heureuse, en effet, de pouvoir l'être pour vous. Et à partir de là, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir que le sujet, l'analysé, répond exactement de cette place. C'est-à-dire que vont se succéder toute une série de réponses, de réactions, qui sont exactement, qui ont pour but, et comme seul but, celui de provoquer l'angoisse de l'analyste, afin qu'à chaque fois l'analyste la rassure, en un certain sens, lui dise vraiment qu'elle, l'analysé, est l'objet de son monde. En effet, c'est à partir de ce moment-là que vont surgir toute une série de réactions suicidaires extrêmement graves, puisque l'analyste même est très étonnée qu'à la suite d'un accident que le malade a eu, elle n'en soit pas morte, puisque par deux fois des voisins vont lui dire, vous savez, la malade qui sort de chez vous va certainement se faire tuer parce qu'elle traverse la rue d'une façon absolument folle, puisque non seulement elle va reprendre ses vols, mais elle va s'arranger cette fois-ci pour voler alors qu'un détective est présent et pour obliger l'analyste, ceci entre parenthèses, à non seulement à lui faire un certificat, des certificats, bon, nous sommes bien amenés à en faire parfois avec certains types de patients, mais un certificat dans lequel elle ne se contente pas de dire, enfin, médicalement, qu'après tous ces vols, bon, elle n'en est pas responsable, elle ajoute car ce sujet est quelqu'un d'absolument digne de confiance et de profondément honnête. Qu'est-ce que cela vient faire dans le certificat? Ça, je me le demande encore. Peu importe, c'est peut-être au niveau du contre-transfert qu'on trouverait une réponse. Quoi qu'il en soit, les choses continuent comme ça. Et en fait, si nous n'avions pas affaire à Margaret Little, c'est-à-dire à quelqu'un qui est malgré tout un analyste et probablement cliniquement un bon analyste, elles auraient pu continuer comme ça. C'est-à-dire que la relation que l'analysé vivait avec la mère, bon, elle va la vivre avec l'analyste, et que cette fois encore, elle refuse de la façon la plus totale toute interprétation. Alors, quand est-ce que les choses changent vraiment? Les choses changent à partir d'une autre interprétation de l'analyse. À partir du moment où Margaret Little est amenée à reconnaître ses propres limites. Et à ce moment-là, elle va parler, bien sûr, mais ce n'est plus du tout le react on impulse, ce n'est plus du tout une parole affective, mais elle va parler de sa place d'analyste, dans un discours et dans une interprétation parfaitement consciente pour elle, et qui va amener la réponse que nous sommes en droit d'attendre ou d'espérer quand nous faisons ce type d'interprétation, c'est-à-dire que le sujet va lui faire cadeau, pourrait-on dire, car c'est plutôt de leur côté que se situe le cadeau que du nôtre, de toute façon, va lui faire cadeau de son fantasme fondamental. Quelle est cette interprétation? C'est le moment où l'analyste lui dit que si les choses devaient continuer comme ça, elle serait, elle, l'analyste, amenée à interrompre le traitement. Je crois que c'est là qu'il faut voir cette introduction de la fonction de la coupure qui devrait être toujours présente dans l'analyse, qui est je dirais enfin, le but même et le pivot sur lequel, enfin, tourne tout notre traitement, et qui, en fait, amène, comme je vous le disais, immédiatement en réponse quoi? C'est-à-dire que le sujet dit finalement, après 7-8 ans, je ne sais pas à quel moment ça se situe, à l'analyste, ce qu'est le fantasme fondamental, celui de la capsule ronde, sphérique, parfaite, n'est-ce pas, qu'elle a construit, justement, parce qu'incapable d'accepter une castration, un manque que personne n'avait jamais pu symboliser pour elle. C'est à partir de ce moment que nous pouvons, je dirais, espérer avec Margaret Little, et peut-être avec raison, que ce traitement
aboutissent à cette dernière séance qui, que ce soit pour un névrotique, pour un futur analyste ou pour un psychotique, peu importe, est toujours la même, et celle où l'analyse se répète pour la énième fois, et c'est en ça que non pas l'analyse, mais que l'auto-analyse n'est jamais finie, et que le patient expérimente pour la première fois quelque chose, qui est la seule chose pour laquelle il a fait tout ce long chemin, la seule chose que nous ayons, le point auquel nous l'ayons à l'amener, c'est-à-dire qu'il est le sujet d'un manque, qu'il est marqué du sceau de la castration comme nous tous, et que c'est la séparation qu'il doit pouvoir accepter. Ben, j'ai pas du tout été mal inspiré de demander à Granoff de conclure. Non pas seulement parce qu'il me décharge d'une partie de ma tâche esthétique, mais parce que je crois qu'il a bien complété et du même coup éclairé ce que j'ai cru percevoir à une lecture rapide du discours d'introduction qu'il avait fait la dernière fois et qui, peut-être pas à juste titre, mais enfin je dis à une lecture rapide, m'avait laissé un peu sur ma faim. Je veux dire que je l'avais trouvé à l'endroit de la tâche qui lui était réservée, ne même parler de l'article de Barbara Lowe, un peu en arrière de la main. Et pour tout dire, n'ayant pas épuisé tout ce qu'on peut tirer de cet article, certainement beaucoup le plus extraordinaire, le plus remarquable des trois dont il s'agissait. J'ai même vu un petit peu le signe d'une évasion dans le fait qu'il nous ait rejeté, renvoyé la forme la plus moderne d'intervention sur ce sujet, sous la forme de cet article de Lucy Tower. Je lui en suis d'autre part assez reconnaissant, puisque le voilà introduit, cet article, je l'aurais, pour de multiples raisons, pas fait cette année moi-même, mais nous ne pouvons plus maintenant l'éviter. Il faudra tout de même trouver un moyen que cet article de Lucy Tower, qui n'a pas pu résumer, soit disponible, enfin au moins à la connaissance d'un certain nombre qu'il peut intéresser au plus haut. Ceci pour orienter les choses comme je désire les prendre maintenant pendant la demi-heure ou les 35 minutes qui nous restent. Je ne vais pas en dire beaucoup plus long de ce que je sais qu'a pu apporter chacun, encore que je sois reconnaissant à Perrier de m'avoir envoyé hier un petit résumé de ce qu'il a apporté de son côté, résumé rendu nécessaire par le fait lequel je n'ai pas besoin de m'apesantir plus longtemps, que je n'ai même pas pu avoir à temps même un compte-rendu tapé de ce qui a été dit la dernière fois. Le fait de hasard ou de mauvaise organisation, ce n'est certainement pas de mon fait que les choses se sont produites ainsi, car je n'ai cessé pendant tout ce temps d'intervalle d'essayer de prendre toutes les précautions pour qu'un pareil accident ne se produise pas. Donc je me laisse le temps, et peut-être même une meilleure information pour faire allusion à des points de détail que j'aurais à relever. Les auteurs, lors de ces interventions, ne perdent donc rien pour attendre un peu. Je pense que, massivement, vous en savez assez de ce que je désirais apporter
par la référence à ces articles qui paraissent d'abord, qui sont effectivement centrés tous sur le contre-transfert, qui est justement un sujet que je ne prétends même pas pouvoir d'aucune façon préciser comme il le mérite, et donc d'avoir fait ceci dans la perspective de ce que j'ai à vous dire sur l'angoisse, ou plus exactement de la fonction que doit remplir cette référence à l'angoisse dans la suite générale de mon enseignement. C'est qu'effectivement, ce propos sur l'angoisse ne saurait se tenir plus longtemps éloigné d'une approche plus précise de ce qui vient d'une façon toujours plus insistante depuis quelque temps dans mon discours, à savoir le problème du désir de l'analyse. Car en fin de compte, au moins cela ne peut manquer d'échapper aux oreilles les plus dures, c'est que dans la difficulté de l'abord de ces auteurs concernant le contre-transfert, c'est ce problème du désir de l'analyste qui fait l'obstacle. Qui fait l'obstacle parce qu'en quelque sorte, pris massivement, c'est-à-dire non élaboré, comme ici nous l'avons fait, toute intervention de cet ordre, si surprenante soit paraisse, après 60 ans d'élaboration analytique, semble participer d'une foncière impudence. Les personnes dont il s'agit, qu'il s'agisse de Chartres, qu'il s'agisse de Barbara Lowe elle-même, qu'il s'agisse bien plus encore de Margaret Little, et je dirais tout à l'heure en quoi consiste à cet égard l'avancement de la chose dans les prodigieuses confidences de Lucy Tower, dernier auteur en date à parler très profondément de ce sujet, ou plus exactement à faire un aveu très profond de son expérience, c'est qu'aucun de ces auteurs ne peut éviter de mettre les choses sur le plan du désir. Le terme de contre-transfert, là où il est visé, savoir, en gros, massivement, la participation de l'analyse. Et n'oublions pas que plus essentiel que l'engagement de l'analyse, à propos duquel vous voyez se produire dans ces textes les vacillations les plus extrêmes, depuis la responsabilité 100%, jusqu'à la complète extraction de l'épingle du jeu.
je crois. Qu'à cet égard, le dernier article, celui dont vous m'avez malheureusement qu'une connaissance sous forme indicative, celui de laisser savoir, pointe bien, non pas pour la première fois, mais pour la première fois d'une façon articulée. Ce qui, dans cet ordre, est beaucoup plus suggestif, à savoir ce qui, dans la relation analytique, peut survenir du côté de l'analyste de ce qu'elle appelle un petit changement. Un petit changement pour lui, l'analyste. Cette réciprocité de l'action est là quelque chose dont je ne dis pas du tout que c'est là le terme essentiel, mais dont la seule évocation est bien faite pour rétablir la question au niveau où il s'agit qu'elle soit posée. Il ne s'agit pas en effet de définition. Même une exacte définition du contre-transfert qui pourrait être donnée très simplement. Qui est tout simplement ceci, qui n'a qu'un inconvénient comme définition, c'est de décharger complètement la question qui se pose de sa portée. C'est de dire qu'est contre-transfert tout ce que, de ce qu'il reçoit dans l'analyse comme signifiant, le psychanalyste refoule. Ça n'est rien d'autre. Et c'est pourquoi cette question du contre-transfert n'est pas véritablement la question. C'est dans l'état de confusion où elle nous est apportée qu'elle prend sa signification. Cette signification, la seule, est celle auquel aucun auteur ne peut échapper, justement dans la mesure où il l'aborde et dans la mesure où c'est ça qui l'intéresse, c'est le désir de l'analyse. Si cette question n'est non seulement pas résolue, mais finalement pas même commencé d'être résolue, c'est simplement pour ceci. C'est qu'il n'y a jusqu'à présent, dans la théorie analytique, je veux dire jusqu'à ce séminaire précisément, aucune exacte mise en position de ce que c'est que le désir. C'est sans doute que le faire n'est pas petite entreprise. Aussi bien pouvez-vous constater que je n'ai jamais prétendu le faire d'un seul pas. Exemple, la façon dont je l'ai introduit et de distinguer, de vous apprendre à situer dans sa distinction des rapports à la demande. Et que cette année, nommément au début de cette année, j'ai introduit ce quelque chose de nouveau, le suggérant d'abord pour voir
votre réponse, vos réactions, comme on dit. Qui n'ont pas manqué. C'est à savoir l'identité, ai-je dit, du désir et de la loi. Il est assez curieux qu'une pareille évidence, car c'est une évidence inscrite au premier pas de la doctrine analytique elle-même, une pareille évidence ne puisse tout de même être introduite ou réintroduite, si vous voulez, qu'avec de telles précautions. C'est pourquoi je reviens aujourd'hui sur ce plan pour en montrer quelques aspects, voire implications. Le désir, donc, c'est la loi. Ce n'est pas seulement que dans la doctrine analytique, avec son corps central de l'édipisme, il est clair que ce qui fait la substance de la loi, c'est ce désir pour la mère, qu'inversement, ce qui normative le désir lui-même, ce qui le situe comme désir, c'est la loi dite interdiction de la zeste. Prenons les choses par le biais, par l'entrée. J'ai défini ce mot qui a un sens présentifié à l'époque même que nous vivons, l'érotisme. On sait que sa manifestation sadienne, disons, sinon sadique, est celle qui est la plus exemplaire. Le désir s'y présente comme volonté de jouissance. Quelques biais qu'il apparaissent. J'ai parlé du biais sadien, je n'ai pas dit sadique. C'est aussi vrai pour ce qu'on appelle masochisme. Il est bien clair
que si quelque chose est révélé par l'expérience analytique, c'est que même là, dans la perversion, où le désir, en somme, apparaîtrait comme se donnant pour ce qui fait la loi, c'est-à-dire pour une subversion de la loi. Il est en fait bel et bien le support d'une loi, et s'il y a quelque chose que nous savons maintenant du pervers, c'est que ce qui apparaît du dehors comme satisfaction sans frein est défense, est bel et bien mise en jeu en exercice d'une loi en tant qu'elle freine, qu'elle suspend, qu'elle arrête précisément sur ce chemin de la jouissance. La volonté de jouissance chez le pervers, comme chez tout autre, est volonté qui échoue, qui rencontre sa propre limite, son propre freinage dans l'exercice même, comme tel, du désir pervers. Pour tout dire, le pervers ne sait pas, comme l'a très bien souligné une des personnes qui ont parlé aujourd'hui sur ma demande, ne sait pas au service de quelle jouissance s'exerce son activité. Ce n'est en tous les cas pas au service de la sienne. C'est ce qui permet de situer ce dont il s'agit au niveau du névrose. Le névrosé se caractérise en ceci, et c'est pourquoi il a été le chemin, le lieu de passage pour nous mener à cette découverte qui est un pas décisif en morale de la véritable nature du désir, en tant que ce pas décisif n'est franchi qu'à partir du moment où ici la tension a été pointée sur ce que je suis expressément en train d'articuler devant vous, pour l'instant, névrosé a été ce chemin exemplaire, en ce sens qu'il nous montre, lui, que c'est dans la recherche, l'institution de la loi elle-même qu'il a besoin de passer pour donner son statut à son désir, pour soutenir son désir.
Le névrosé, plus que tout autre, met en valeur ce fait exemplaire qu'il ne peut désirer que selon la loi. Il ne peut, lui, soutenir, donner son statut à son désir, que comme insatisfait, vous ai-je dit, ou comme impossible. Il reste que je me fais la partie belle en vous parlant que de l'hystérique et de l'obsessionnel. Puisque c'est laissé complètement en dehors ce champ de la névrose, dont à travers tout ce chemin parcouru, nous sommes encore embarrassés, à savoir la névrose d'angoisse sur lequel j'espère cette année, par ce qui est engagé ici, vous faire le pas nécessaire. Car n'oublions pas que c'est de là que Freud est parti, et que si sa mort nous a privés de quelque chose, c'est de lui avoir pleinement laissé le temps d'y revenir. Nous sommes donc placés, si paradoxalement que cela vous paraisse, concernant ce sujet de l'angoisse, nous sommes placés, nous sommes ramenés sur ce plan crucial, ce point crucial que j'appellerai le mythe de la loi morale, à savoir que toute position telle que la loi morale serait à chercher dans le sens d'une autonomie du sujet. L'accent même de cette recherche, l'accentuation toujours plus grande au cours de l'histoire des théories éthiques de cette notion d'autonomie montre assez ce dont il s'agit, à savoir une défense. Qu'est-ce qu'il s'agit d'avaler, cette vérité première et d'évidence que la loi morale est hétéronome. Pourquoi j'insiste sur ceci, qu'elle provient de ce que j'appelle le réel. Ce que j'appelle le réel. En tant qu'il intervient. Il intervient quand il intervient. Essentiellement, comme Freud dit, savoir, en élidant le sujet, en déterminant de par son intervention même ce qu'on appelle le refoulement, et qui ne prend son plein sens qu'à partir de cette fonction synchronique, en tant que je l'ai articulé devant vous, faisant remarquer ce qui dans une première approximation s'appelle tout simplement effacer les traces. Ce n'est évidemment qu'une première approximation, puisque chacun sait justement
que les traces ne s'effacent pas. Et c'est ce qui fait l'aporie de cette affaire, aporie qui n'en est pas une pour vous, puisque c'est très précisément pour cela qu'est élaborée devant vous la notion de signifiant. Que ce dont il s'agit est non pas l'effacement des traces, mais le retour du signifiant à l'état de trace, l'abolition de ce passage de la trace au signifiant, qui est constitué par ce que j'ai essayé de vous faire sentir, d'écrire par une mise entre parenthèses de la trace, un soulignage, un barrage, une marque de la trace, c'est ça qui sauve. Avec l'intervention du réel, le réel renvoyant le sujet à la trace, abolit aussi le sujet du même coup, car il n'y a de sujet que par le signifiant, que par ce passage au signifiant. Un signifiant est ce qui représente le sujet pour un autre signifiant. Pour saisir le ressort de ce dont il s'agit ici, non pas dans cette perspective toujours trop facile de l'histoire et du souvenir, parce que l'oubli, ça paraît une chose trop matérielle, trop naturelle, faut qu'on ne croit pas que ça va tout seul, enfin que ce soit la chose la plus mystérieuse du monde, à partir du moment où la mémoire est posée pour exister. C'est pour ça que j'ai fait de vous introduire dans une dimension qui soit transversale par rapport au temps, synchronique, comme on dit. Prenons le masochiste, le maso, comme on dit, paraît-il, quelque part. C'est-à-dire le plus énigmatique à mettre en suspens de la perversion. Lui, allez-vous me dire, il sait bien que c'est l'autre qui jouit. Ce serait donc le pervers venu au jour de sa vérité. Il ferait exception à ce que j'ai dit tout à l'heure, que le pervers ne sait pas qui jouit. Bien sûr, c'est toujours l'autre, et le maso le saurait. Eh bien, j'y reviendrai sans doute. Dès maintenant, je tiens à accentuer que ce qui échappe au masochiste et qui le met dans le même cas que tous les pervers, c'est que il croit, bien sûr, que ce qu'il cherche, c'est la jouissance de l'autre. Mais justement parce qu'il le croit, ce n'est pas cela qu'il cherche. Ce qui lui échappe à lui, encore que ce soit vérité sensible, vraiment traînant partout et à la portée de tout le monde,
mais pour autant jamais vu à son véritable niveau de fonction, ce qu'il cherche, l'angoisse de l'autre. Ce qui ne veut pas dire qu'il cherche à l'embêter. Car faute de comprendre ce que ça veut dire chercher l'angoisse de l'autre, naturellement c'est à ce niveau. Grossier, voire stupide, que les choses sont ramenées par une sorte de sens commun. Et faute de pouvoir voir la vérité qu'il y a derrière cela, bien sûr, on abandonne cette coquille dans laquelle quelque chose de plus profond est contenu, qui se formule ainsi que je viens de vous le dire. C'est pourquoi il est nécessaire que nous revenions sur la théorie de l'angoisse signale, et que nous fassions la différence, ou plus exactement ce qu'apporte de nouveau la dimension introduite dans l'enseignement de Lacan, concernant l'angoisse, en tant que ne s'opposant pas à Freud, mais mise pour l'instant sur deux colonnes, nous dirons, Freud, au terme de son élaboration, parle d'angoisse signale, se produisant dans le moi concernant quoi? Un danger interne, c'est un signe représentant quelque chose pour quelqu'un, le danger interne pour le moi. La transition. Passage essentiel qui permet d'utiliser cette structure même en lui donnant son plein sens. De supprimer cette notion d'interne, de danger interne. Il n'y a pas de danger interne. Pour la raison, comme paradoxalement, aux yeux d'oreilles distraites, je dis, comme ce fut paradoxalement que je sois revenu là-dessus quand je vous ai fait mon séminaire sur l'éthique, à savoir sur la topologie de l'Entwurf, il n'y a pas de danger interne pour la raison que cette enveloppe qu'est l'appareil neurologique, en tant que c'est une théorie de cet appareil qui est donnée, cette enveloppe n'a pas d'intérieur puisqu'elle n'a qu'une seule surface. Que le système psy comme comme structure, comme ce qui s'interpose entre perception et conscience, se situe dans une autre dimension, comme autre en tant que lieu du signifiant. Que dès lors, l'angoisse est introduite d'abord, comme je l'ai fait, avant le séminaire de cette année, dès l'année dernière, comme manifestation spécifique à ce niveau du désir de l'autre comme tel. Que représente le désir de l'autre en tant que survenant par ce biais?
c'est là que prend sa valeur le signal. Le signal qui se produit dans un endroit qu'on peut appeler topologiquement le moi, concerne bien quelqu'un d'autre. Si le moi est le lieu du signal, ce n'est pas pour le moi que le signal est donné. Et c'est bien évident. Ça s'allume au niveau du moi, c'est pour que le sujet, on ne peut pas appeler ça autrement, soit averti de quelque chose. Il est averti de ce quelque chose qui est un désir, c'est-à-dire une demande qui ne concerne aucun besoin, qui ne concerne rien d'autre que mon être même, c'est-à-dire qui le met en question. Disons qu'il l'annule en principe. Il ne s'adresse pas à moi comme présent. Il s'adresse à moi, si vous voulez, comme attendu. Il s'adresse à moi bien plus encore comme perdu. Mais qui, pour que l'autre s'y retrouve, sollicite ma perte. C'est ça qui est l'angoisse. Le désir de l'autre ne me reconnaît pas, comme le croit Hegel, ce qui rend la question bien facile, car s'il me reconnaît comme il ne me reconnaîtra jamais suffisamment, je n'ai qu'à user de violence. Donc il ne me reconnaît ni ne me méconnaît, car ça serait trop facile, je peux toujours en sortir par la lutte et la violence. Il me met en cause. Il m'interroge à la racine même de mon désir à moi, comme petit a, comme cause de ce désir, et non comme objet. C'est parce que c'est là qu'il vise, dans un rapport d'antécédent, dans un rapport temporel, que je ne puis rien faire pour rompre cette prise, sauf à m'y engager. C'est cette dimension temporelle qui est l'angoisse, et c'est cette dimension temporelle qui est celle de l'analyse. C'est parce que le désir de l'analyste suscite en moi cette dimension de l'attente que je suis pris dans ce quelque chose qui est l'efficace de l'analyse. Je voudrais bien qu'il me vit comme tel ou tel. Il fit de moi un objet. Le rapport à l'autre hegelien ici est bien commode, parce qu'alors, en effet, j'ai contre ça toutes les résistances. Mais contre cette autre dimension, disons qu'une bonne part de la résistance
lisse. Seulement pour cela, il faut savoir ce que c'est que le désir. Et voir sa fonction, non pas seulement sur le plan de la lutte, mais là où Hegel, et pour de bonnes raisons, n'a pas voulu aller le chercher, sur le plan de l'amour. Or, si vous y allez, et peut-être irez-vous avec moi, parce qu'après tout, plus j'y pense et plus j'en parle, plus je trouve indispensable d'illustrer les choses dont je parle. Si vous lisez l'article de Lucy Tower, vous verrez deux histoires, deux bons hommes, on parlait comme on parlait après la guerre, quand on parlait des bonnes femmes dans un certain milieu, vous verrez deux bons hommes avec qui ce qu'elles racontent qui est particulièrement illustratif et efficace, ce sont deux histoires d'amour. Pourquoi la chose a-t-elle réussi dans un cas où elle a été touchée elle-même? C'est pas elle qui a touché l'autre. C'est l'autre qui l'a mis, elle, sur le plan de l'amour. Et dans l'autre cas, l'autre n'y est pas arrivé. Et c'est pas de l'interprétation, car c'est écrit. Et elle dit pourquoi. Et ceci est fait pour nous induire à quelques réflexions sur le fait que s'il y a quelques personnes qui ont dit sur le contre-transfert, entre guillemets, quelque chose de sensé, ce sont uniquement des femmes. Vous me direz, Michael Palin, seulement il est assez frappant que s'il a fait son article là-dessus, c'est avec Alice. Ella Sharp, Margaret Lisset, Barbara Lowe, les Italiens. Pourquoi est-ce que ce sont les femmes qui, déjà, disons simplement, aient osé parler de la chose avec une majorité écrasante et qui ait dit des choses intéressantes? C'est une question qui s'éclairera tout à fait si nous la prenons sous le biais dont je vous parle, à savoir la fonction du désir. La fonction du désir dans l'amour, à propos de quoi je pense que vous êtes mûrs pour entendre ceci, qui d'ailleurs est une vérité depuis toujours bien connue, mais à laquelle on n'a toujours jamais donné sa place, c'est que pour autant que le désir intervient dans l'amour, et en est, si je puis dire, un enjeu essentiel, le désir ne concerne pas l'objet aimé. Donc, que cette vérité première
autour de quoi seulement peut tourner une dialectique valable de l'amour, sera mise pour vous au rang d'un accident, d'une Erniedrigung de la vie amoureuse, d'un Édipe qui se prend les pattes, eh bien, vous ne comprendrez absolument rien à ce dont il s'agit, à la façon dont il convient de poser la question concernant ce que peut être le désir de la nature. C'est parce qu'il faut partir de l'expérience de l'amour, comme je l'ai fait l'année de mon séminaire sur le transfert. Pour situer la topologie où ce transfert peut s'inscrire, c'est parce qu'il faut partir de là qu'aujourd'hui je vous dis ramène. L'état, et sans doute mon discours prend-il, du fait que je vais le terminer maintenant, un aspect interrompu. Ce que j'ai produit là au dernier terme comme formule peut ne passer que pour une pause, tête de chapitre ou conclusion comme vous l'entendrez. Après tout, il vous est loisible de le prendre pour pierre de scandale ou à votre gré pour banalité. Mais c'est là que j'entends que nous reprenions la prochaine fois la suite de ce discours pour y situer exactement la fonction indicative de l'angoisse et ce à quoi elle nous permettra ensuite d'accéder.